bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va avoir dans notre petit édito, on va parler du régime Abura. Alors Abura, je ne sais pas comment on le prononce, c'est apparemment nouveau, en tout cas c'est une nouvelle pratique. On va parler également des calories brûlées lors des activités physiques qui ne seraient pas si intéressants que ça finalement pour la perte de graisse. Et on va parler aussi de quelque chose... une question que pas mal de personnes peuvent se poser, c'est une question d'un auditeur, à savoir est-ce que 1600 calories par jour pour démarrer un régime, c'est convenable, c'est déraisonnable ou pas ? Voilà. Donc voilà le petit plan de l'épisode du jour. Alors, avant de démarrer, comme d'habitude, vous le savez, la petite news de ce que j'ai sorti ce dimanche à 10h du matin. Alors dimanche est sorti le premier cours, entre guillemets, du Hard Reset Nutrition. Donc Hard Reset, pourquoi j'ai appelé ça Hard Reset ? Vous le savez, j'avais fait la même chose pour l'entraînement. C'est tout bonnement pour répondre finalement à la masse d'informations, etc. qu'il y avait à l'époque, qu'il y a toujours aujourd'hui, mais bon, moi j'avais donné une solution pour l'entraînement. C'est une manière de remettre un petit peu à zéro les croyances, les connaissances et tout ça pour essayer de filtrer et de garder que ce qui fonctionne quelque part. Et j'avais fait le Hard Reset entraînement. Là, il y a le Hard Reset Nutrition. Donc, le premier épisode est disponible. Donc, c'est sur le goût. Donc, comment faire un hard reset du goût pour la nutrition. C'est comme un podcast, hein. Vous le mettez dans les oreilles et puis vous passez un bon moment, en tout cas si vous êtes passionné, puisque moi, à chaque fois, c'est un très bon moment que je passe à le faire. Et par les retours que j'ai eus, les premiers retours des VIP, apparemment, ça leur convient et ça leur plaît pas mal. Donc, vous pouvez aller voir, on va parler de ça, on va parler de remettre un petit peu à zéro la notion de goût. Et le deuxième épisode, je peux vous dire déjà, ça sera sur la nourriture à l'instinct. Et il sera disponible dimanche prochain. Donc vous avez déjà la première partie disponible, le premier épisode, là dans les notes de l'émission, vous y avez accès. Donc Hard Reset Nutrition, le goût, ça s'appelle. Donc je vous l'ai surligné en gras dans les notes là. Et vous pouvez aller voir ça, vous le mettre dans les oreilles et puis aller faire votre cardio, ou je sais pas, même à la suite du podcast là, l'écouter. Voilà. Alors le régime Abura, je ne sais pas comment on le prononce, A-B-U-R-A. Donc c'est une petite news que j'ai trouvée. Donc je vous cite de l'article en question. Vous avez encore une fois les notes dans les explications, etc. Dans le déroulé de l'émission, vous avez tous les liens, toutes les sources, les références. Donc le régime Abura. La méthode Abura allie jeûne intermittent et régime keto pour encourager la perte de poids. Alors quels sont les éléments qui différencient cette méthode du régime classique ? Et en fait, je vais ouvrir en même temps la page en question. Ils ont donné un nom à une pratique qui était assez commune dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont allié le jeûne intermittent avec la diète cétogène. Hein. Le régime keto, c'est la diète cétogène. Donc la diète cétogène, pour rappel, c'est modérément des protéines, très très peu de glucides, inférieur en règle générale à 50 grammes de glucides par jour. Et on tire beaucoup de ces calories quotidiens sous forme de lipides, de graisse, d'acides gras. Et donc de combiner ça avec un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de s'alimenter qui... alors il y a des variantes, hein, mais en règle générale, on s'alimente durant 8 heures et on jeûne durant 16 heures. Donc en fait, il y a une fenêtre d'alimentation qui est restreinte sur 24 heures, de manière à ce que l'organisme ait beaucoup de temps sans manger, sans digérer, etc. etc. Donc visiblement, il y a des avantages au niveau de la santé pour ce genre d'approche. Après, ça a été largement utilisé pour la perte de poids parce que ça solutionnait pas mal de résistance pour les personnes qui devaient restreindre leur repas dès le petit déjeuner, faire un petit déjeuner léger, un repas du midi léger, un repas du soir léger. Là, ça leur permettait d'avoir une facilité à sauter le petit déjeuner parce que forcément, ils n'avaient pas tout le temps faim.
et à manger des repas un tout petit peu plus copieux sur la fenêtre de 8 heures, étant donné que vu qu'ils ont peu de temps pour s'alimenter, ils ont entre guillemets la chance de pouvoir manger des repas un peu plus copieux, parce que si vous mangez moins de repas, forcément, ils peuvent être un peu plus copieux. Il y a du pour, il y a du contre dans cette approche alimentaire. Bon, j'en ai parlé assez largement déjà sur le site. Il y a beaucoup de pratiquants de musculation qui l'ont fait. Alors, est-ce qu'ils se sont construits grâce à ça ? Je ne peux pas vous le garantir, je ne peux pas vous le dire. Il y a des gens qui le font depuis des années, en tout cas. Moi, je trouve que personnellement, je ne donnerai pas mon avis ici. Je l'ai déjà donné largement ailleurs et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais bon, on va parler un petit peu de cette méthode Aboura. Donc, c'est quoi la méthode Aboura ? Alors, je vous reprends des citations. Popularisée par des stars tels que l'humoriste Inès Reg, qui a perdu une quinzaine de kilos en 3 mois, ou le chanteur Slimane, la méthode Aboura est un régime en vogue pour perdre du poids. Son principe, il repose sur 2 piliers fondamentaux, le jeûne intermittent, ne pas manger 16 heures par jour, et le régime keto, autrement appelé régime cétogène. Le but, limiter les sucres et les mauvaises graisses dans un menu sans tomber dans la privation extrême qui accompagne trop souvent un régime. L'objectif est à la longue d'adopter un nouveau mode d'alimentation et repartir sur de bonnes bases. Envie de tester, blablabla, bon, voilà, ok. Alors moi, là où j'ai je le disais déjà il y a quelques temps, je disais attention de pas trop additionner les restrictions. C'est-à-dire que quand on se lance dans une approche perte de graisse, régime et tout, en fait le régime cétogène en lui-même fonctionne. Donc il fonctionne très bien. Le régime jeûne intermittent fonctionne certainement aussi. Alors après, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent dans les quantités qu'ils veulent sur la durée de 8 heures, alors que ça n'est pas le cas. On peut très bien faire un jeûne intermittent et on le voit, beaucoup de personnes ne prennent pas de petit déjeuner, commencent à manger qu'à la pause déjeuner vers midi 13h et prennent leur dîner vers 21h. Bon, ils n'ont pas réellement 8 heures de battement, mais ils font une forme de jeûne intermittent plus ou moins et pourtant ils sont comme ça depuis des années et ils n'ont pas jamais séché, quoi. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a le jeûne intermittent, il y a sèche par défaut. Donc je pense que ce sont ces personnes-là qui ont dû être intéressées par l'addition en fait de régime keto et jeûne intermittent. Il faut faire attention dans le sens où souvent ce sont des approches qui sont utilisées par des personnes anorexiques ou avec des troubles du comportement alimentaire pour compenser des abus, des crises, etc. C'est-à-dire qu'en faisant le jeûne plus en enlevant tous les glucides, eh ben on se retrouve finalement à être hyper en situation hyper catabolique, quoi. Et quand je dis hyper catabolique, ça veut dire que voilà, on va tenter de puiser le maximum dans ses réserves pour corriger les troubles, etc. qu'on a pu avoir ou les crises qu'on a pu avoir. Moi, je suis pas pour ces additions-là. Parce que je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que les deux peuvent fonctionner s'ils sont bien faits, donc ça sert à rien de les additionner. L'addition pour moi c'est se retrouver en restriction un petit peu trop sévère et puis surtout avec des repas qui sont complètement déséquilibrés, parce que si on tente d'avoir nos apports sur très peu de repas, etc., on va tomber dans le 1 repas par jour, tous ces trucs-là. Je sais que ce sont des approches à la mode et je sais que ce sont des approches qui sont documentées au niveau scientifique, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que souvent beaucoup d'études sont faites sur des personnes en surpoids ou obèses qui sont dans des situations très inflammatoires. Donc du coup, si on leur fait lever le pied, on les fait un peu jeûner ou on leur réduit les glucides, etc., ces personnes-là vont certainement avoir plus d'effets positifs que négatifs, étant donné qu'elles sont déjà dans une situation extrêmement négative par leur fort surpoids, leur graisse autour des organes, leur tissu adipeux viscéral et compagnie. Donc si on rapporte ça à une personne qui fait déjà du sport, donc une personne comme vous, comme moi, il me semble que c'est un peu trop extrême. Moi je pars du principe que si l'alimentation est totalement déraisonnée, ça peut avoir du sens pour un peu se recalibrer, de faire une forme de nettoyage entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, mais de demander au corps d'utiliser un petit peu ce qu'il a stocké plutôt que d'utiliser ce qu'il consomme, en tout cas d'avoir un ratio plus intéressant là-dessus. Mais pour une personne qui fait déjà du sport, qui est déjà dans un équilibre presque sur le fil du rasoir, où ses entrées-sorties sont bien gérées, etc., on peut rapidement tomber dans la sous-alimentation, dans l'épuisement, voire la stagnation et la régression, parce que la personne va se mettre en situation
pro-inflammatoire, étant donné qu'elle va faire du sport, plus elle va se restreindre, donc elle va vivre pas mal de stress par rapport à tout ça, un stress physiologique et psychologique, et donc la personne peut se retrouver avec un physique un petit peu plat, à faire pas mal de rétention d'eau, voire de recommencer à stocker à cause des hormones du stress sur l'abdomen. Donc il faut faire attention, dissocier ces deux méthodes. Moi personnellement, je préfère largement le régime keto, donc cétogène, que le jeûne intermittent. Bon, ça c'est pas une nouveauté, vous le découvrez pas aujourd'hui, je pense que j'en ai largement parlé, j'avais même écrit un contenu là-dessus, mais en tout cas, ça ne fait que répondre à une demande, je pense, de rapidité, parce qu'évidemment, quand vous faites un régime comme ça, où vous faites à la fois un jeûne intermittent et à la fois une diète cétogène, je pense qu'en une semaine, vous pouvez avoir des résultats en termes de balance, donc en montant sur la balance, assez satisfaisants. Par contre, au niveau de la masse maigre et au niveau de la durée, sachez une chose, c'est que tôt ou tard, le corps va toujours réclamer ce qui lui manque. Donc au début, on est gavé d'hormones du stress, de cortisol et d'adrénaline et compagnie, donc on a l'impression de péter les flammes, mais au bout d'un certain temps, malheureusement, l'organisme, à force de donner trop d'énergie comme ça pour lutter contre ce stress, il finit par s'épuiser, et là on n'est même plus capable de démarrer sa séance d'entraînement. Donc c'est pas forcément quelque chose de long terme, ça peut être quelque chose de très court terme, pourquoi pas, mais après, pour un sportif comme vous, comme moi, je pense que ça peut être assez rapidement destructeur, dans le sens où on peut rapidement s'épuiser. Faut pas oublier quand même que quand on fait du sport, on est quand même loin de la moyenne, c'est-à-dire que peu de personnes dans leur quotidien s'amusent à se mettre une barre de 100 kilos sur les épaules et s'accroupir et répéter ça sur 5, 6, 7, 8 séries, puis après passer à un autre exercice un peu lourd. On impose quand même à notre organisme des contraintes mécaniques, physiologiques qui sont, et même psychologiques, puisqu'il y a une forme de stress psychologique à passer sous une barre lourde. Ça n'est pas quelque chose de commun, donc il faut faire très attention entre ce qui fonctionne pour le grand public, ce qui est viable pour le grand public, et ce qui ne l'est pas pour on va dire, je vais pas dire le petit public, mais en tout cas les publics de niche qui sont les sports, voire encore plus de niche, le sport de forme et de force comme celui qu'on pratique. Et moi, je pense franchement que l'approche alimentaire la plus cohérente, c'est celle que vous êtes capable de tenir sous tous les angles, quoi. Quand ce sont les fêtes de fin d'année, que c'est les vacances, que c'est la journée de travail normale, etc. Il faut trouver un équilibre qui est capable de vous permettre qui est capable de vous fournir suffisamment d'énergie pour tenir sur vos séances, et aussi dans votre mode de vie, parce que c'est bien beau de réussir à performer à l'entraînement, mais si après on est une larve au travail, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Il faut toujours trouver ce fameux équilibre, quoi. Mais bon, on est dans un monde de facilité, et la facilité séduit. Donc, encore une fois, ce sont des approches, à mon avis, qui peuvent séduire beaucoup de personnes. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les gens disent « Oui, mais Théo, il me pose la question, moi je sais exactement ce qu'il me faut, puisque si je veux des abdos, vu que j'ai jamais fait attention à la diète, c'est la diète, et puis j'ai lu que la diète c'était 70% des résultats. » En fait, je réponds à ces gens-là, ça dépend de qui tu es. Et en règle générale, ils me demandent pourquoi. Je leur dis parce que si tu t'entraînes déjà très bien depuis des années, effectivement, la diète, c'est même 100% de tes résultats, étant donné que tu t'entraînes déjà très bien. Donc, ce qui va faire 100% de tes résultats aujourd'hui, c'est la modification de ton hygiène alimentaire. Pour une personne, par contre, qui mange déjà très bien, il y en a des personnes qui s'alimentent bien, ils consomment des produits locaux, ils essayent d'avoir une approche à mi-chemin entre diète méditerranéenne et paléo pour essayer d'avoir quelque chose de bon. Et s'ils n'ont pas de résultats, je leur dis pas que pour eux, la marge de progression se fera sur la diète, mais plutôt sur l'entraînement. Donc en fait, il y a cette histoire de 70% diète et 30% entraînement, ça ne tient pas. Ce pourcentage d'importance dépend de ce que l'on fait très bien aujourd'hui. Donc c'est pour ça que si vous vous entraînez depuis des années, vous avez un bon niveau de force, vous avez des bonnes sensations, vous avez pris de la masse musculaire, etc., mais que vous êtes toujours un peu trop gras, etc., oui, forcément, peut-être que la diète a un pourcentage de potentiel de progression beaucoup plus élevé que chez quelqu'un qui mange déjà très bien. Donc c'est comme ça qu'on analyse les choses, et on ne peut pas donner de mesures globales pour tout le monde. Après, sur la population moyenne,
Bon, évidemment, en l'absence de sport et compagnie, globalement, les gens, ce qui font très mal actuellement, c'est de ne pas bien manger, de ne pas être éduqué et de ne pas faire de sport. Donc on ne pourrait pas dire c'est 100% nutrition ou 100% entraînement. C'est, je pense, de l'ordre du 50-50, c'est-à-dire qu'en améliorant 50% leur diète et en faisant 50% de plus au niveau de la dépense physique, ils s'amélioreraient beaucoup au niveau corporel et même mental, quoi. Bon, on passe à la suite. Alors, les calories brûlées par vos activités et votre métabolisme. Donc là, c'est pareil, c'est un compte-rendu que j'ai trouvé sur un site là, que je vous partage dans les notes. Alors, je cite, contrairement à une idée répandue, la plus grande part de nos dépenses énergétiques ne relève pas de notre activité physique, qui ne compte que pour 20% en moyenne, mais de notre métabolisme basal, autrement dit de l'énergie dont nous avons besoin pour assurer l'ensemble des processus physiologiques de notre corps, comme la respiration, la digestion. Et en fait, donc ce qui traduirait bien que faire plus de sport, etc., même si ça brûle plus de calories, c'est pas ce qui va tenir vraiment enfin, c'est pas ce qui va jouer le plus finalement. Donc je reprends les citations. Donc calories absorbées, calories dépensées, est-il vraiment possible de trouver l'équilibre parfait et de le conserver sur le long terme ? Une étude montre que notre métabolisme change radicalement à certains âges. Donc c'est une investigation sans précédent. Les dépenses énergétiques de 6421 personnes âgées de 8 jours à 95 ans ont été passées au crible. Paru dans la revue Science, l'étude américaine révèle d'abord un effet majeur. Notre métabolisme passe par 4 phases distinctes. Ainsi, à la naissance, le nouveau-né présente en proportion le même métabolisme que celui d'un adulte. Les dépenses énergétiques du tout jeune enfant augmentent ensuite considérablement pour présenter un pic à la fin de la première année de vie, avant de diminuer jusqu'à l'âge de 20 ans en moyenne. Contre toute attente, le métabolisme se stabilise alors jusqu'à 60 ans. Puis arrive à la 4e phase, marquée par une baisse physiologique des dépenses et donc des besoins énergétiques. Donc j'avais noté que c'était quelque chose qui était assez parlant, quoi, de lire ça. Et il disait, contrairement à une idée répandue, la plus grande part de nos dépenses énergétiques ne révèle pas de notre activité physique, qui ne compte que pour 20%, comme je disais, mais de notre métabolisme basal, etc. Pour rappel, la masse maigre correspond au vaste ensemble os, peau, organes, liquides corporels et muscles, et l'étendue l'atteste, et qu'est-ce que je raconte, l'étendue, c'est toujours difficile avec les traductions. L'étude l'atteste, plus elle est importante, plus le métabolisme de base est élevé, autrement dit, plus nous brûlons de calories au repos. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est en fait une forme de paradoxe. Je m'explique. C'est que dans ce qu'il nous raconte là, déjà la première chose, c'est que ça démonte, si on en croit ce qu'on lit ici, ce qui ne me choquerait pas finalement, et je vous expliquerai pourquoi. C'est que finalement, vous savez, cette excuse de beaucoup de personnes à partir de 30 ans, j'ai commencé à voir ce genre d'excuses remonter autour de moi. Et qui peuvent se comprendre parce que c'est celles qui sont largement données, même dans les émissions un peu grand public et tout. À partir de 30 ans, le métabolisme ralentit, la chute des hormones, etc., etc. Puis 40 encore plus, puis 50 encore plus. Là, ils disent que finalement, jusqu'à 60, ça peut être plutôt stabilisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de grosse baisse métabolique en fonction des âges, au moins jusqu'à 60. Mais c'est pas là que ça m'intéresse le plus. Donc déjà, ça démontre une croyance populaire et une croyance qui sert beaucoup d'excuses d'ailleurs. Sur ça sert à quoi, puisqu'à mon âge, c'est plus possible pareil. Moi, la première analyse que je vois plutôt, c'est que le mode de vie de ces gens-là, donc c'est-à-dire qu'un mode de vie à 20 ans n'est pas le même mode de vie qu'à 50 ans. C'est-à-dire que logiquement, à 20 ans, on a plutôt un côté aventureux, curieux et actif. C'est-à-dire que on est dans la construction de son, entre guillemets, de son avenir professionnel, social, et même amoureux, etc. Donc il y a une forme d'énergie vitale, d'action. Donc on fait des choses, on bouge, on découvre, on apprend, on se met un petit peu on s'insère en fait dans la vie d'adulte, quoi. Donc il y a une forme d'énergie dépensée au quotidien pour justement s'insérer dans cette vie-là. Puis à 30, 40, 50, il y a une forme de confort qui va petit à petit s'installer parce que justement les réflexes sont bien ancrés. On a réussi, n'oubliez pas une chose, c'est que l'être humain cherche toujours à ne pas forcer, à être dans le confort. Donc c'est-à-dire que on va toujours chercher la solution confortable, même dans nos instincts. C'est-à-dire qu'on va chercher la solution confortable à un problème qui est compliqué, qui nous demande beaucoup de ressources. On va chercher
à le simplifier, à le rendre moins énergivore, de manière à pouvoir s'occuper d'autre chose. Sauf qu'avec les années, de plus en plus, les tâches qu'on va vouloir faire seront de moins en moins actives et de plus en plus, on va dire, passives, voire sédentaires. Et donc c'est certainement pour ça que les personnes ont l'impression que c'est plus difficile de perdre du gras et tout, parce que leur mode de vie est beaucoup plus sédentarisé, il y a plus de confort, même au niveau du travail, on commence en bas de l'échelle. Quand on commence dans une voie normale, dans un boulot, on rentre dans un poste, si on a un niveau d'études normal étant, je veux dire, pas des hautes études, ni manquer d'enseignement, mais on va dire normal, quelqu'un qui finit après son bac, il va travailler, il démarre logiquement en bas de l'échelle, donc il va avoir les tâches les difficiles, celles que ceux qui sont en haut de l'échelle n'ont pas envie d'effectuer, donc souvent les tâches physiques, difficiles, contraignantes et stressantes, et finira par, en fin de carrière, avec un accomplissement, un petit peu plus de confort, un petit peu plus de sédentarité. Donc on voit que ça peut conditionné, c'est du quotidien, c'est tous les jours, c'est pas 365 jours par an, mais presque. C'est vraiment quelque chose qui s'installe avec le temps. Donc il y a un confort qui va s'installer, mais qui n'est pas relié directement à ce que votre corps, à votre métabolisme. C'est pas votre métabolisme qui dicte ça, c'est plutôt le mode de vie qui dicte ça, et donc du coup on en conclut que le métabolisme ralentit. Effectivement, il y a des modifications du métabolisme, mais je pense qu'on y accorde beaucoup trop d'importance par rapport à la réalité. Peu de personnes s'intéressent au style de vie comme si le métabolisme avait une vie totalement dépendante du mode de vie. Et moi je pense que non, et qu'il faut rassembler ça. On peut le vérifier par exemple chez des personnes qui ont des travails physiques, un métier physique, qui conservent un bon métabolisme assez tard, qui conservent un taux de gras bas relativement longtemps, en tout cas si elles font attention, et donc voilà. Mais là où c'est paradoxal dans cet exposé entre guillemets, c'est que finalement on nous dit que le sport, de faire beaucoup de sport, ça représente finalement que pour 20% en moyenne, donc l'activité physique, mais on nous dit en même temps que la masse maigre, donc la masse maigre, les os, les tissus et tout ça, et les muscles qui sont eux hyper énergivores, sont importants parce que c'est eux qui brûlent finalement au repos de l'énergie. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner, certes vous avez une dépense énergétique, mais quand vous récupérez, le muscle que vous avez fabriqué également, lui, taxe de l'énergie. Donc potentiellement, c'est lui qui augmente le métabolisme. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que pour avoir un taux de masse... En fait, plus vous avez de la masse maigre, plus vous avez du muscle, en gros, on va résumer ça comme ça, plus vous avez du muscle, plus vous avez des chances de conserver un bon métabolisme et un taux de gras relativement bas, en tout cas plus bas que si vous n'aviez pas cette masse maigre. Mais pour l'acquérir, cette masse, il faut bien faire du sport. Donc, et particulièrement de la musculation, en tout cas du travail contre-résistance, pour que vos muscles aient une raison de se développer. Donc on voit bien que quand les gens disent que ça ne représente que 20%, c'est oublier qu'il faut construire cette masse musculaire pour en arriver à des bons chiffres. Et une fois que cette masse musculaire est construite, on ne peut pas s'arrêter, il faut la maintenir. Donc le sport, en fait, en lui-même, la séance de sport, et je vois que beaucoup de personnes s'y attardent, et ça fait longtemps que je vous le dis de faire attention avec ça, ne vous attardez pas trop sur les calories brûlées durant votre séance. En fait, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est un maintien de masse musculaire et de conserver, de prendre du muscle pour que ce muscle-là, en fait, c'est vos centrales. C'est ce qui vous permet de brûler du gras, quoi. Donc de brûler du gras, de faire bien tourner votre métabolisme. Et même potentiellement d'avoir un bon système immunitaire, puisqu'on le sait, les personnes qui ont pas mal de masse musculaire, alors pas non plus abusées, je ne parle pas des Ronnie Coleman et compagnie, mais je vous parle des personnes qui ont un bon niveau de masse musculaire. Quand ces personnes sont alitées, elles gèrent mieux les choses, parce que le système immunitaire en profite. Bref, donc on voit bien que la masse musculaire, il faut qu'elle soit présente, donc il faut qu'il y ait entraînement et maintien de l'entraînement pour maintenir cette masse-là, et que finalement, cette étude nous montre bien une chose, c'est que on peut, cette étude, cette revue, on va dire, nous montre bien que ce qui est dicté à 20 ans, si ça progresse légèrement, mais c'est plutôt stable jusqu'à 60, autant tenter de maintenir justement ce mode de vie où on va s'entraîner le plus tard possible. On voit souvent les sportifs qui commencent à engraisser tardivement et ils disent quand j'étais 20 ans j'étais comme toi, etc. Mais ce sont aussi des personnes qui ont levé le pied, des personnes qui vont se restreindre un petit peu sur l'entraînement, etc. Donc porter moins de charge ou alors faire des entraînements un petit peu plus light, etc. Et
En fait, on a aujourd'hui beaucoup de contre-exemples. Alors, je parle évidemment l'absence de blessures et compagnie, mais moi, je pense que ce sont plutôt des cas, les personnes qui lèvent le pied sur l'entraînement comme ça, ce sont des personnes qui se sont déshabituées, voire qui se sont déconditionnées à des entraînements un peu plus intenses, parce qu'elles le peuvent encore, hein, si elles récupèrent un petit peu leur énergie du passé, en tout cas leur niveau du passé, elles peuvent remonter. Mais je pense que psychologiquement, on a beaucoup de résistance à ça. L'âge égale fragilité égale faiblesse, et donc beaucoup de personnes commencent à se préserver très tôt, alors qu'elles peuvent quand même encore exploiter pas mal leur masse musculaire et compagnie, quoi. Donc évidemment, il y a toujours la balance bénéfice et risque à s'entraîner intense, hein, le risque de blessure, le risque de fatigue nerveuse, etc., surtout pour les personnes violemment au régime, on va dire. Mais si la personne est dans un équilibre cohérent, où elle mange suffisamment pour tout, qu'elle a un niveau de stress qu'elle arrive à contrôler, même si on peut jamais enlever le stress, hein, essayez de vous rassurer là-dessus. On peut tenter de gérer, de le comprendre et tout ça, mais de le réduire à 100%, ça n'est pas possible, et je pense pas que ça soit viable en plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on peut maintenir des entraînements intenses, et on peut tenter de maintenir au maximum sa masse musculaire pour justement garder un métabolisme de base relativement élevé. C'est pas magique en fait, un métabolisme élevé. Évidemment, vous allez toujours avoir des exemples de personnes qui peuvent manger ce qu'elles veulent et avoir un taux de gras bas, et vous allez vous dire elle a un super métabolisme, tant mieux. Mais ça, c'est penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et de se dire si j'avais lui, ou c'est ça que je veux, c'est pas ce que j'ai moi. Mais malheureusement, ça nous empêche de travailler sur nos comportements. Et nos comportements, je pense que c'est plutôt vers eux qu'il faut se tourner, parce que c'est eux qui vont définir finalement à la fois le reflet qu'on va voir dans le miroir, et à la fois le reflet mental qu'on va pouvoir obtenir, quoi. C'est-à-dire les actions du quotidien au niveau de l'activité physique et de la nutrition sont directement corrélées au mental, quoi. C'est ce que je disais un petit peu dans le podcast précédent, avec les petites citations entre guillemets philosophiques. Enfin, c'est pas entre guillemets, puisque c'était des philosophes, hein, que avant tout, ça sert surtout pour l'ardeur morale, quoi, et le mental de l'individu de faire du sport et tout ça. Et en plus, quand c'est la passion, comme vous et moi, c'est quand même quelque chose. Et c'est pour ça que des fois, des personnes ont tendance à culpabiliser, parce qu'étant donné qu'elles sont passionnées, elles n'ont pas l'impression de faire des efforts, et donc du coup, elles ont tendance des fois à se restreindre beaucoup plus, à se faire violence plus sur la nutrition, parce que étant donné que le sport n'est pas une violence pour eux, enfin pour elles, c'est compliqué de se dire qu'elles font des efforts alors qu'elles en font. Mais bon, bref, c'est encore un autre débat, quoi. Donc voilà un petit peu sur ça. Je voudrais passer à la question de l'auditeur qui me disait tout simplement bonjour Théo, je suis en train de changer ma nutrition, et je voulais savoir si c'était recommandé d'être à environ 1600 calories par jour. Est-ce que la restriction ne va pas forcer mon corps à stocker ? Je mesure 1m80 pour 85 kg, avec du gras essentiellement sur la ceinture abdominale. Merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Merci beaucoup à toi pour ta question et pour ton soutien. Alors, bon. Donc tu es en train de changer ta nutrition, j'imagine que tu t'entraînes et que là tu stockes du gras essentiellement sur la ceinture abdominale, ce qui est fréquent, tu n'es pas un extraterrestre, je te rassure. Donc 1m80, 85 kg en règle générale, si tu fais pas mal de muscu, en tout cas si tu t'entraînes depuis un certain temps ou que tu démarres, tu peux espérer avoir un poids de forme aux alentours pour 1m80, 75 kg, logiquement, tu peux être en bonne forme physique avec un niveau de masse musculaire satisfaisant, un taux de gras acceptable. C'est-à-dire que tu as le ventre plat, les abdos pas trop voilés, en tout cas un peu apparents, etc. Et plus tu te mettras à fond dans la discipline, plus tu réduiras l'écart entre 75 kg et 80 kg. Mais il faudra, si tu arrives à 1m80, 80 kg très sec, tu feras partie d'une petite majorité de personnes, une petite minorité, de personnes qui ont un rapport taille-poids de 0 et qui sont ultra secs, ultra musclés, ce que j'ai très, 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 très rarement vu je l'ai vu une seule fois. Et dans mon quotidien chez une personne qui avait vraiment ce bon rapport. Après, des personnes de taille-poids, mais pas super sec, j'en ai vu, mais d'avoir ce rapport-là, c'est très rare. Donc déjà, rassure-toi sur ça. Après 1600 calories par jour, si tu es en train de revoir ta nutrition, pourquoi taper aussi bas, aussi vite ? Il serait intéressant
alors je connais pas ton quotidien, effectivement, si tu fous rien de ta journée et que tu fais que ta muscu, t'es pas obligé d'avoir 3000 calories par jour, ni 2500 calories par jour. Tu peux commencer entre, j'imagine, 2000 et 2500, mais encore une fois, j'ai pas assez d'informations pour te donner des conseils comme ça. Moi, ce que je te dirais, c'est ne tape pas tout de suite sur le plus bas de ce que tu es capable de faire. Pourquoi je te dis ça ? Parce que beaucoup de gens vont directement au régime le plus restrictif. Et moi, j'essaie quand même de recommander d'avoir au moins un palier. C'est-à-dire, premier palier, on a un temps de calories, donc plus bas qu'actuellement. Et le deuxième palier, plus bas que le premier palier. Voilà, tout simplement. Mais de passer directement au dernier palier, alors ça peut marcher, mais ce ne sera pas tenable sur le long terme, et à partir du moment où ça va stagner, on ne pourra pas réduire plus. Moi, je pense que 1600, c'est restreindre pas mal. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, c'est trop peu ». N'oubliez pas que la dépense énergétique que l'on a aujourd'hui, où ils disent oui, c'est 1800 pour une femme, 2000 pour un homme, on entend les mêmes depuis des années et des années, alors que le monde s'est quasiment totalement sédentarisé. Donc là, il y a une grosse incohérence, à mon sens. Comment, il y a quelques années où, moi, je prends ne serait-ce que moi à ma vingtaine, donc même pas 20 ans, c'est entre 15 et 20 ans, il y avait une énorme population de jeunes qui partaient vers des métiers manuels. Et j'en ai fait partie. Moi, je suis parti dans la carrosserie automobile. Enfin voilà, les métiers manuels. Aujourd'hui, ça n'est quasiment plus du tout le cas. On manque énormément d'artisans et les métiers manuels on en parle, non seulement on n'en parle plus, regardez dans les médias et tout, on n'en parle pas du tout, et aujourd'hui la quête des gens, c'est être vendeur, c'est être marketeur, c'est être tous ces trucs là, mais au show et tout, mais le métier manuel n'existe plus, n'existe plus, bien sûr qu'il existe encore, mais essayez d'avoir un rendez-vous avec un plombier ou avec des artisans et tout, vous allez voir les délais, vous allez voir les tarifs, hein. Donc c'est bien qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, donc on voit que le mode de vie a changé. Donc il y a une forme de sédentarisation qui s'est installée, alors que ces recommandations, elles, n'ont pas changé en termes de calories. Donc oui, je pense que les apports caloriques peuvent être un peu plus bas qu'avant, surtout si plus on s'est dirigé vers un mode de vie confortable. Confortable veut pas dire psychologiquement, veut dire physiquement. Plus le régime, pourra être restrictif, sans être trop impactant, hein, on va dire au niveau mental et tout. Pas plus en tout cas qu'avant. Mais 1600, ça fait vraiment bas pour démarrer. Alors peut-être que tu étais déjà au régime et effectivement ça peut être le palier bas, donc ça veut dire que tu vas atteindre la dernière partie de ton régime, mais globalement si ça fait déjà longtemps que tu avais une diète basse et que tu veux encore baisser, je te recommanderais plutôt de passer sur une semaine, 15 jours à remanger en fonction de tes entrées-sorties, donc plutôt ce qu'on appelle en maintien, de manger suffisamment et de ne pas te restreindre sur les nutriments, et de manière à redémarrer, de restreindre un petit peu tranquillement, à rebaisser pour arriver 1600. Moi je sais que je peux le faire, voire des fois plus bas que ça, mais vraiment c'est sur des périodes ponctuelles, quand je veux vraiment m'affiner, soit parce que j'ai envie de faire des photos un peu sympas pour quelqu'un, ou alors si je veux tout simplement faire une sèche un peu plus ardue pour une semaine de vacances en été, des choses comme ça, parce qu'on aime bien se lancer ce genre de défi. Donc, mais après, de revoir ton alimentation pour te baser sur un 1600 calories par jour en mode long terme, tu risques déjà de perdre ta gouache quotidienne à l'entraînement petit à petit. Et donc au début, ça peut très bien marcher, hein, parce que tu vas alléger ta dépense de vitalité pour la digestion. Donc tu vas te sentir un peu plus énergique. Encore une fois, c'est des réponses hormonales avec les hormones du stress et compagnie, et aussi de moins digérer. Donc ça peut te convaincre que tu as pris la bonne décision. Mais sur le moyen long terme, ce qui va s'installer, c'est des séances de moins en moins intenses, et tu sentiras que tu résisteras moins aux charges du quotidien, aux charges de la vie quotidienne. Donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant à suivre sur le moyen long terme. Par contre, effectivement, si tu es dans une période aiguë de sèche et que tu as envie d'entamer ta dernière semaine de sèche, par exemple, ou tes derniers 15 jours, tu peux restreindre comme ça à 1600. Il y en a qui descendent encore plus bas, mais bon, après là on parle de compétition, on parle de shooting photo, on parle de quelque chose de professionnel, en fait. On ne parle pas à quelque chose de la vie de tous les jours. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un mannequin, un bodybuilder, toutes ces personnes-là,
c'est leur travail d'être en forme, et c'est-à-dire que leur boulot, c'est de se mettre derrière un objectif ou sur une scène en affichant le meilleur physique. Mais après, le reste du temps, ils peuvent récupérer, etc. Il faut après aller bosser, vous levez tôt, vous occupez des gosses et tout. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de cohérent. Et parce que si vous avez que la solution de faire ça pour être en forme, la problématique, c'est que vous allez vous dire, mais maintenant que j'ai des enfants, que j'ai un travail, que j'ai telle ou telle contrainte dans mon quotidien, étant donné que pour être en forme, il faut que je suive toutes ces restrictions-là que j'ai citées avant au niveau diète et tout ça, ça ne peut plus coller, donc j'abandonne. Non, moi, ce que j'essaye d'amener, c'est justement un mode de vie on va dire cohérent entre déjà de prendre son pied à vivre au-delà de la muscu et de réussir à pouvoir s'entraîner, à avoir un bon physique. Et c'est faisable, hein. D'ailleurs, j'ai eu un super témoignage hier avant-hier sur le groupe Facebook, là, le groupe privé des VIP, qui me faisait un retour sur la formation Super Papa, donc pour tous les jeunes pères qui sont passionnés mais qui n'arrivaient plus à s'en sortir par rapport à l'entraînement et tout, donc il a affiché un super physique ultra dense, ultra sec après la naissance de ses jumeaux, d'ailleurs, de mémoire, je crois que c'était ça, et il a suivi les recommandations. En fait, il a changé un petit peu ses croyances, et il y a une forme d'abandon qu'il faut avoir. Un célibataire ou une personne en couple ne peut plus avoir le même mode de fonctionnement à l'entraînement et avec la diète quand il a des enfants et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas les mêmes résultats. Il peut avoir les mêmes résultats, mais il faut juste changer les outils qu'il utilise au quotidien, quoi. Voilà. Bon, je vais pas trop m'attarder plus là-dessus. En tout cas, merci pour ce super témoignage qu'il m'a fait, parce que je l'ai lu et je pense que les VIP l'ont lu aussi. C'est hyper motivant, hyper intéressant et hyper flatteur pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir. Donc, je leur remercie, et à tous les autres aussi qui m'en font des fois en privé. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine en tout cas. Et pour ceux qui veulent continuer en audio avec moi, allez voir les liens dans les notes de l'émission là pour le Hard Reset Nutrition sur le goût, premier épisode, et on passe au moins 1 heure ensemble. Voilà, à tout de suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.